Alexandre et Sonia Poussin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venus. Vous êtes deux voyageurs au long cours, comme on pourrait dire, qui vous décrivez, c'est ce que vous m'aviez dit lorsqu'on s'était rencontrés, comme deux ambassadeurs de France. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir... Itinérant, exactement. Ce qui m'intéresserait de savoir, justement, c'est pourquoi, comment. Donc, petite historique. Alexandre, bon, vous avez fait le tour du monde modeste en bicyclette avec Sylvain Tesson lorsque vous étiez jeune, en sortant d'Hippocagne, la même Hippocagne que lui, justement. En sortant de Sciences Po. En sortant de Sciences Po. Après Sciences Po, il m'en avait fait l'Hippocagne ensemble avant. Exactement. Donc, c'est le livre « On a roulé sur la Terre », qui est sorti, qui avait fait beaucoup de bruit. Aussi, bon, vous aviez considéré que l'Himalaya était une sorte de gros bac à sable de 5000 km que vous avez du coup traversé d'est en ouest. Si je ne dis pas de bêtises, et c'est votre second livre avec Sylvain Tesson. La marche dans le ciel, oui. Exactement. C'est là, si je ne dis pas de bêtises également, que vous aviez rencontré Sonia, et avec qui vous êtes mariés. Et ce qui a donné naissance, c'est la genèse, plus tard, de l'Africa Trek, cette fois-ci, et non pas de l'Emada dont on va parler. Donc, encore une fois, modeste, 14 000 km dans l'Afrique. Ça, c'est du long cours, oui. Ouais, ça, c'est du bon long cours. Donc, du sud au nord. Et à partir de là, donc, vous êtes revenu, ça a duré à peu près 3 ans, c'est ça ? 3 ans, 3 mois, oui. 3 ans, 3 mois. 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours. C'est la parfaite retraite bouddhiste. Ah, intéressant. Bah, pour l'Afrique, c'est pratique. Il nous a manqué 3 jours, en fait. Ça tombait bien. Il nous a manqué 3 jours pour que ça soit parfait. Oui. À 3 jours près, bon. Voilà. Toute la symbolique est par terre. Mais enfin, vous êtes revenu en France, autre genèse de 2 enfants, que vous avez accompagné dans votre dernier voyage, votre actualité, à Madagascar. Et c'est justement ce livre-ci, qui est le 2e tome pour l'instant de 2, mais bientôt de 3 livres sur le sujet de Madagascar. Cette traversée, en fait, ce tour de Madagascar que vous avez fait en zébu, en fait, en charrette. À charrette, en fait. On n'était pas dans la charrette, on était à Exactement, côté. parce qu'il y avait le matériel. Voilà, c'est ça. La charrette portait tout le matériel. Et les enfants, s'ils le voulaient, mais en l'occurrence, ils sont assez peu montés dedans. C'était vraiment un grand coffre de voiture itinérant. C'était surtout un moyen de communiquer. Ça parlait aux gens, la charrette. C'était un moyen de transport qu'on a peu utilisé. Mais surtout un moyen de communiquer, oui. Ça parlait, ça disait des choses. Ouais, c'était pas une voiture de touriste. Non, voilà. Beaucoup plus lente, hein. 2,5 km. Mais auriez-vous fait tout ça en voiture qui demande une certaine mécanique, des certaines conditions ? Ah non. C'est ça aussi. C'était pas faisable en voiture. On aurait sans doute pas pu passer à plein d'endroits. C'était ouais. Donc un voyage vraiment atypique dans lequel vous avez fait énormément, rencontré énormément. Donc, celui-ci, c'est le tome 2 qui vient juste de sortir. Vous êtes d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, en ce moment en train d'en faire la promotion. Ça tire à sa fin, mais ouais, tout va bien. Ce sont des longs sellers. Ce sont des livres qui ont duré 4 ans à réaliser. 10 ans après, on en parle encore. On fait beaucoup de conférences. C'est des livres Africa Trek, on en parle encore 20 ans après. Oui, il a fait d'ailleurs, je crois, si ma mémoire est bonne, 300 000 ventes, quelque chose comme ça. Un peu plus 400 000, depuis. Oui. Toute édition confondue. Oui, donc un beau succès quand même, et même aux États-Unis. Oui, en Afrique du Sud, oui. Traduit en plusieurs langues, oui. Il y a peu de chances que celui-là suive le même chemin, parce que les conditions du marché ont changé. Mais c'est pas grave, nous, c'est un témoignage, c'est vraiment une monographie sur ce pays. On était vraiment allés en profondeur, et la charrette a été l'instrument de cette profondeur. La lenteur, l'inculturation, la profondeur. Ressembler aux gens qu'on prétend rencontrer, c'est le terrain absolu. On s'est malgachisé au fur et à mesure des semaines et des mois. On a appris la langue, on a essayé de comprendre les ressorts de cette culture subtile, fine, mystérieuse, où rien n'est manifeste, rien n'est objectivement évident. Il faut toujours creuser, il y a toujours un double langage, il y a toujours plusieurs sens. Et donc, ça prend du temps, tout ça. Et la charrette et notre implication, notre engagement ont été autant de clés qui nous ont permis de toucher du doigt à la malgachité, à la malgachitude, je ne sais pas comment on dit. Et ça, justement,
une fois que vous avez été là-dedans, au bout de 4 ans, vous êtes rentré fin 2018 en France. Et justement, après ce voyage où vous avez côtoyé tant de personnes, de villages, fait tant de choses, rencontré des braconniers également, énormément de misère, mais aussi d'entrepreneurs aussi. D'entrepreneurs également. Des ministres, des missionnaires, paysans, des ministres, oui, des vraiment pêcheurs, des gens tellement différents. Vraiment de tout. Comment, justement, c'est ma première question, quel regard vous portez sur la France en revenant ici, dans des conditions qui ne sont plus celles du zébu et de la charrette? Alors, il y a deux choses. Est-ce notre regard en France ou notre regard de Français quand on était à Madagascar sur la France? Alors d'abord, le retour, mais évidemment, après, vous me direz justement ce regard en tant que Français de Madagascar, bien sûr. Alors, le retour, on peut dire qu'à chaque fois qu'on part, et on part longtemps, hein, notre spécialité, c'est les voyages en long cours, 3 ans en Afrique, 4 ans à Madagascar, à chaque fois qu'on revient, on est choqué. On a l'impression que, quand on revient en France, on a l'impression qu'on a descendu encore une marche. C'est-à-dire que nous, on a grandi dans une société généreuse, elle est toujours généreuse d'ailleurs, hein, mais très riche, et il n'y avait pas de bidonville, il n'y avait pas de choses. Maintenant, on découvre en France, à Paris, des bidonvilles, alors que ça n'a jamais existé, et que nous, on les quitte, les bidonvilles, quand on traverse l'Afrique, quand on traverse le Caire. On est très surpris de voir que ça s'installe maintenant en France. Vous voyez, et ça vous ne vous y attendiez pas, c'est que vous voyez un peu de ce que vous avez vécu là-bas en France. Dans les pays du tiers-monde, on le découvre chez nous, en fait. Et ça, c'est étonnant. Alors, c'est une perception très subjective, mais les 4 ans sont un sas de déconnexion, et quand on revient, on est frappé par ça. Il n'y a plus d'ampoules au réverbère, les poubelles ne sont pas ramassées, les incivilités sont partout, etc., etc., etc. On coche toutes les cases de l'anomie sociale, de ça va moins bien. La France est plus pauvre. La France est appauvrie pendant qu'on marchait. Et les Français se sont appauvris pendant qu'on marchait. La France est endettée pendant qu'on marchait, etc. Donc notre point de vue est que, oui, on a ce sentiment. Alors les voitures ont changé, il y a des nouvelles marques, il y a des choses positives. Il y a de nouveaux modèles importés qui viennent d'ailleurs qui taillent des croupières à nos modèles français. Ça aussi, on s'en rend compte. Etc., etc. Donc ça, c'est le point de vue de celui qui revient d'un exil, qui revient de loin. Et c'est un point de vue qu'on peut avoir justement si on a été un peu éloigné. C'est cette prise de recul qui permet de voir ça, en fait. Bah oui, la grenouille qui est dans sa casserole, on monte la température, elle n'aura pas la force de sauter, elle sera cuite. Quand on revient, nous, on voit que l'eau est plus chaude. Et la France est bientôt cuite. J'en sais rien, ça, je ne peux pas dire. On ne sait pas. Et il faudra peut-être repartir et revenir pour voir si la marche, on l'a remontée ou on l'a descendue. Bon, voilà, c'est un état... Oui, parce que ça fait 30 ans qu'on voyage. Et qu'on part longtemps à chaque fois. Et qu'à chaque fois, ça a été le cas. C'est amusant de commencer par cette question. Oui, pas très optimiste, mais... Et justement, alors, en tant que Français, vous, pour le coup, qui partiez quand même d'un pays plus riche, en arrivant à Madagascar, quel a été votre regard sur ce pays? Alors, le regard de... Quand on est à Madagascar, évidemment, il y a notre histoire commune. C'est ce qui nous y avait attiré. Les 60-70 ans de période coloniale, la francophonie, est-ce qu'il y a des restes, comment on est perçu, est-ce qu'on est mal perçu, bien perçu, est-ce qu'on est bien accueilli, c'était autant de questions, en plus de toutes les autres, l'endémisme, la diversité des cultures, des paysages, pourquoi ce pays est devenu si pauvre, alors que quand on l'a quitté, il était très riche, c'était même un peu le fleuron de la colonie française. Il y avait eu des tâches, il y avait eu des histoires tristes quand même entre la France et Madagascar. Il y avait toutes ces questions qui nous attiraient. Donc oui, ça a été une vraie enquête. On a mis toute notre vie dans cette charrette, et celle de nos enfants en plus, pour aller tendre le micro et faire notre métier de journaliste, et tendre le micro à tous ces malgaches. Comment est-ce qu'ils allaient nous percevoir? Alors, ils nous percevaient plutôt bien. Le fait qu'on soit français, on était bienvenus, on n'était pas rejetés. Alors plutôt des touristes ou quelque part des anciens coloniaux, comme ça peut être le cas dans d'autres pays On avait un statut particulier parce qu'on était une famille. Et ça leur plaisait beaucoup.
tout de suite, ça, si vous voulez, ça désamorçait un peu peut-être les petites rancœurs qu'il y aurait pu avoir, notamment sur les hauts plateaux. Parce que Madagascar est une île gigantesque, qui a plus de 2000 km de côte, qui est grand, pour vous donner les... Parce qu'on ne s'en rend pas compte. On sait que c'est une île plus grand grande, que la France. mais c'est beaucoup plus grand que la France, puisque c'est pour vous donner une idée, c'est entre la frontière de la France et de la Belgique jusqu'à Gibraltar. Vous voyez, il y a toute l'Espagne avec. C'est plus long, Alors, en fait. c'est plus étroit. Plus étroit, mais plus haut. Et donc, c'est vraiment grand. Et en fait, il y a énormément d'ethnies, 18, mais l'ethnie dominante, c'est l'ethnie Merne, qui se retrouve sur les hauts plateaux. Et autour de Tana, la capitale. Et c'est là, donc c'est ceux qui sont un peu plus asiatiques. Et ceux qui ont le plus de ressentiment contre la colonie française, évidemment, voilà. puisque c'est leur monarchie qui a été déboulonnée. Et c'est là qu'on arrive. Mais les autres l'ont moins ressenti, en fait. Non, parce qu'en fait, les autres souffraient de cette monarchie. Ils étaient subjugués, dominés, militairement, socialement, culturellement, racialement, ethniquement. Il y avait une société de castes, avec les Mernes au sommet, les Houves, qui étaient les bourgeois au milieu, et les Mainti, les Noirs, les esclaves, les côtiers. Voilà. La colonie est venue mettre l'unité à tout ça, et en déboulonnant évidemment la tête royale. On a été très maladroits. On a fait des choses que les Anglais n'auraient pas faites. Par exemple, déporter la reine, tuer un certain Premier ministre. Enfin, c'était des choses qui étaient très, très maladroites. Mais la France, à l'époque, était républicaine. Elle croyait à sa mission sacrée, civilisatrice, et donc au forceps, quoi. Alors que les Anglais, s'ils avaient colonisé Madagascar, auraient été peut-être plus subtils, ils auraient gardé la reine, et ça aurait été beaucoup mieux pour le pays, ça aurait été mieux perçu. Ils auraient fait une monarchie constitutionnelle, ils auraient fait, je ne sais pas, autre chose. D'ailleurs, c'est... Ils n'auraient pas déstabilisé le pays voilà, autant exactement. que nous l'avons fait. Mais donc aujourd'hui, est-ce que l'importance des ethnies est revenue sur le devant de la scène, et est-ce que justement cette ethnie, les Mernes, a repris quelque part un peu le pouvoir qu'il avait sur les autres ethnies? Elle a complètement repris le pouvoir, évidemment. Elle l'avait pas vraiment quitté, elle n'avait pas perdu complètement, elle était toujours là. Mais disons qu'il y avait eu un coup de projecteur sur les ethnies plus africaines qui étaient à part égale dans le gouvernement. C'était entendu comme ça à l'époque française. D'ailleurs, c'est un des restes de l'administration française, c'est que le Premier ministre doit être côtier dans un équilibre des pouvoirs qui est écrit dans la loi. Bon, il y a un parlement, il y a des députés, comment dirais-je, l'ethnicité est toujours présente à Madagascar, mais il y a un fort sentiment d'unité nationale quand même. Oui, il y a une langue commune, ils sont tous fiers d'être malgaches, il y a des dissensions entre eux. Et ils savent exactement d'où ils viennent, ils savent se reconnaître. C'est pas une situation aussi explosive qu'on a pu avoir. Non, d'ailleurs, c'est un pays en guerre, il n'y a pas de guerre civile. Non, et puis ils sont dans une île, donc de toute manière, il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution, ils doivent s'entendre. Et ils s'entendent. Mais disons qu'il y en a qui dominent un peu plus les autres, ça c'est sûr. Ils pourraient quand même en partir si jamais... ils pourraient au moins tenter d'en partir. Ils ne peuvent pas en partir. Non, les Malgaches ne peuvent pas partir de Madagascar. Ils ont malheureusement pour eux, ils n'ont pas de visa pour venir en France, alors que ça serait, comment dirais-je, une immigration moins problématique, je crois, que d'autres pays, parce que culturellement on est très proches. En ce moment, l'actualité avec Mayotte et oui. les Comores. Oui, voilà. Je ne vous le fais pas dire. Il y a une sorte de différence de traitement dont les Malgaches souffrent d'ailleurs. Ils ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas venir plus facilement en France par rapport à d'autres nationalités qui nous sont plus hostiles ou moins facilement intégrables. Je pense à des Afghans ou à des Pakistanais, ou peu importe, la terre est grande. Tout le monde vient en France, mais les Malgaches, c'est plus compliqué. Les Comores qui font aussi partie de cet ensemble arabisé, oui. qui est évidemment plus différent que les Malgaches, qui eux, pour le coup, ont gardé beaucoup, je sais, leur religion primaire, mais aussi beaucoup de christianisme. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Ils sont 80% chrétiens, 40% catholiques, 40% protestants sous diverses étiquettes, 6 à 8% de musulmans que dans les villes, et encore un islam qui a été, comment dirais-je, métissé, acculturé à la culture malgache. C'est pas un islam wahhabite, djihadiste, conquérant. C'est un islam très inculturé, porté par les Karanes, qui sont des malgaches d'origine indienne qui sont passés par le formatage colonial et qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé. Ils ont beaucoup d'entreprises, ils sont très, très importants pour l'économie du pays et relativement bien intégrés. Quoiqu'à chaque
Dès qu'il y a un petit coup de chauffe, ils sont malheureusement un peu le fusible du pays. Mais ouais. Mais ils sont courageux, ils reconstruisent ce qu'on a détruit à chaque fois. Et heureusement qu'ils sont là, les Karanes dans l'économie malgache. Mais pour en revenir à la perception que les Malgaches ont des Français, effectivement, il y a un ressentiment qui est surtout nourri par l'idéologie, par les politiques, mais pas tellement par le peuple. Ils savent ce qu'ils ont perdu depuis que la France n'est plus là, en termes d'administration. Ils sont très heureux d'être libres et indépendants, hein, c'est pas ce que je dis, et très fiers de leur indépendance. La fête nationale est fêtée, etc. Mais quand vous les questionnez, évidemment que la paupérisation les affecte. La pauvreté est le plus grand des tyrans. Le plus grand dictateur, c'est la pauvreté. Nécessité fait loi. C'est quelque chose que vous dites beaucoup. Évidemment. Et alors cette pauvreté, cette misère, comme nous étions dans le Madagascar périphérique, il y a un Madagascar très riche. Vous êtes à Tana, vous verrez plein de prospérité, plein de pauvres, mais plein de prospérité. Des voitures plus belles que celles que vous n'aurez jamais. Parce qu'il n'y a même pas cette prospérité que vous avez à Tana lorsque vous êtes dans la périphérie. Non, il n'y a plus rien. Là où nous sommes passés, il n'y a plus rien. Ils sont très déconnectés. Il n'y a plus d'administration. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de... Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de police. Brousse. Hein. Et très, très, très souvent, dans les villages qu'on traverse, ils n'ont pas vu l'ombre de quelqu'un qui administrerait quoi que ce soit. Ils n'ont jamais vu de policiers, ils n'ont jamais vu... Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de professeur, il n'y a rien. Il reste ce qu'on appelle le président de Fuktan. Le Fuktan, c'est la plus petite circonscription administrative. C'est un petit maire, un petit chef de village, mais qui n'est pas traditionnel, qui est officiel, qui est élu. Et sans le président, lui, c'est lui qui tient tout. Il est à la fois chef de justice, médecin, organisateur des conflits et de la logistique. Le président Fuktan, d'ailleurs, c'était auprès de lui souvent quand on arrivait perdu en brousse dans un village. C'est auprès de lui qu'on allait porter allégeance et se présenter notre projet pour que les populations locales nous voient d'un bon œil aussi, parce qu'il y avait ça. Comment nous percevaient-ils ? Que faisions-nous ? On n'était pas des touristes normaux, on était en charrette, comme eux, ils ont des charrettes. Pourquoi la charrette ? C'est parce que c'est leur moyen de transport traditionnel. Et pourtant, on n'était pas malgaches. Alors, pourquoi on avait une charrette ? Et justement, que faisiez-vous ? Qu'est-ce qu'on avait dedans ? Alors nous, on faisait notre métier de journaliste, de documentariste, on faisait des films, on documentait, on essayait de comprendre, on rencontrait les gens, les problématiques de leur vie. Qu'est-ce que vous gagnez ? Vous êtes combien ? De quoi vivez-vous ? Est-ce que vous y arrivez ? Est-ce que vous en sortez ? Pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi vous êtes pauvre ? Pourquoi vous souffrez ? Pourquoi vos enfants ne peuvent pas aller à l'école ? Pourquoi vous êtes malade ? Pourquoi ? Etc. Toujours des questions de journalistes. Et donc, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on l'on fasse pour vous ? De quoi avez-vous besoin ? Qu'est-ce qui vous ferait progresser ? Qu'est-ce qui vous aiderait à commercer et nous donner leurs réponses. Et nous, on filmait aussi des entreprises qui essaient de lutter contre tous ces maux. Toute la valeur ajoutée que l'on pouvait voir quelque part, on essayait de la documenter. Les plantations, de tout. Est-ce que vous voyez justement beaucoup d'entreprises de différents pays, d'autres pays, venus justement implanter ici, ou même des associations, et notamment justement françaises ? Alors, beaucoup d'ONG, mais très peu d'entreprises. La brousse malgache est complètement désaffectée. Elle est en déficit d'entreprises. Le potentiel est là, il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a des gens qui savent travailler, qui veulent travailler, qui ne sont pas du tout feignants. Et qui sont relativement éduqués. Hein. Moi, je trouve qu'ils sont super, les Malgaches. Ça, on ne se le dit pas nécessairement, effectivement. Non, on n'imagine pas. On n'imagine pas. Ils sont très travailleurs, ils ont beaucoup de qualités. Mais abandonnés. Mais ils sont tout seuls. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont justement cette éducation par rapport à d'autres personnes autant isolées ? Enfin, pas les jeunes, c'est surtout les vieilles générations qui avaient été éduquées aujourd'hui. Au contraire, les enfants vont plus à l'école. Il n'y a plus d'école. Dans la brousse, là encore, à Tana, le long de la RN7, le long des routes et le long des grandes villes, il y a des écoles. Tous les enfants malgaches vont à l'école. C'est très important pour eux d'aller à l'école, même si c'est très cher et que les familles doivent contribuer avec des écolages. Voilà, donc il y a beaucoup d'ONG. Rien qu'à Tana, il y a 1000 ONG. Oui, mais ils sont tous dans la capitale. Voilà. Et après, il n'y a plus personne. D'accord. Après, il n'y a vraiment plus personne. On en a vu en brousse, évidemment, des missions extraordinaires. Ça a été d'ailleurs notre première destination. À 250 km de la capitale, on a rencontré Lhasa. Lhasa, c'est Anku Nana Saerina Arenina, ce qui veut dire l'aide aux familles en détresse, qui a été créé par le frère Jacques Tronchon, il y a 25 ans de ça, et qui reloge des familles des bidonvilles. Après 3 ans de formation au métier de la terre,
dans les campagnes du Bongola, où l'État malgache par délégation, attribue 4 hectares à chaque famille qui a suivi le programme et la formation agricole. 4 hectares, une maison. Ces familles viennent des bidonvilles, hein, donc ils ont pas de maison. C'est les travailleurs sociaux qui les recrutent. Ils vivent dans des cartons. Et donc là, vous voyez quelque chose qui fonctionne. Mais c'est une ONG, c'est pas l'État qui a réussi. L'État a essayé de faire la même chose ailleurs. Mais il n'a pas réussi. Jamais. Pas encore. J'espère qu'il réussira, mais pour l'instant, ils ont eu plusieurs projets beaucoup plus ambitieux, d'ailleurs, avec 5000 familles d'un seul coup. Ça n'a pas marché. Là, au bout de 25 ans, il y a 5-6 000 familles malgaches qui ont profité du programme ASA. Et ça, c'est quelque chose de très encourageant. Il suffit d'avoir la bonne méthode, pas forcément beaucoup de moyens. Et les Malgaches ne demandent qu'à vivre, à prospérer, à travailler. Donc il y a énormément de terres non utilisées à Madagascar. Il y a des ressources, il y a de l'eau. Il pleut énormément à Madagascar. L'eau part et il y a beaucoup de sécheresse aussi. Parce qu'il y a de la déforestation. Suivant les choses s'aggravent. Donc il y aurait des choses à faire. Mais justement, je vais citer une phrase une partie justement de votre livre à la fin qui m'a marqué. Vous disiez, sans cesse, nous devons nous rappeler que ventre affamé n'a point d'oreille et que nécessité fait loi. L'empathie ne suffit pas, il faut lui ajouter l'irénisme, se mettre à la place d'eux. Et à ce moment-là, vous citez Gilles Nedelec, un homme que vous avez rencontré, qui nourrissait avec sa retraite des enfants des rues, qui disait « Les gens ne sont ni bons ni mauvais, ils tentent juste de survivre, et ça ne se fait pas sans tension ni sans rivalité, malheureusement. » Sur la ressource, oui. Voilà. Ce à quoi vous ajoutez, ce qui n'empêche pas d'avoir envie de trouver des solutions, bien évidemment, mais n'est-ce pas à eux de les trouver tout seuls? C'était une question à ce moment-là dans le livre, une vraie question importante qui est très dure et qui est vraie à l'échelle que l'on se pose à l'échelle des individus et des États, entre États. Et justement, y avez-vous apporté une forme, une bribe de réponse à cette question? Dans la misère, il n'y a pas beaucoup de solidarité, en fait, contrairement à ce que l'on pourrait croire. On dit toujours l'individualisme des riches et le communautarisme des pauvres. En fait, on fait l'expérience de l'inverse. C'est que dans la pauvreté, c'est chacun pour soi. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et on a très peu vu de mise en commun des biens pour s'en sortir collectivement. Je m'explique. Les charbonniers sont solitaires, ils n'arrivent pas à mutualiser leur travail, leur activité. Les pêcheurs, c'est pareil. Les paysans, c'est pareil. Ils partent tous ensemble, quand même. Mais c'est chacun pour soi. Mais c'est chacun pour soi. Ils sont tous tout seuls, côte à côte. Il n'y a qu'un domaine dans lequel ils se réunissent et ils coopèrent, c'est les rizières. Parce qu'on ne peut pas faire une rizière tout seul. La gestion de l'eau, la division de l'espace, les petits murets, etc. Ils réussissent à coopérer un petit peu, mais justement, vous, là-dedans, qui arrivez en tant qu'Européens, peut-être en aidant, ou alors en aidant à faire. Est-ce que, justement, le rôle que pourrait avoir une ONG, un État, plutôt que d'arriver et de donner, serait justement d'aider à faire? Évidemment, évidemment. C'est ce que fait d'ailleurs l'ASA. Le premier exemple qu'on vient d'évoquer, c'est de l'éducation. Ça commence par 3 ans d'études, de gens qui ont complètement désappris, qui vivent dans les poubelles et qui savent trier le plastique, de l'aluminium, etc. Ça, ils savent faire, trier une benne et en survivre. Mais le métier de la terre, c'est autre chose, ça s'apprend. Donc évidemment, c'est dur pour la nous. pédagogie... pour tout le monde. Parce que vous avez envie d'aider, en fait, en arrivant, de donner, tout simplement. C'est-à-dire que c'était pas à l'origine notre point de vue. Nous, on était journalistes, on faisait notre travail. On voulait vivre une aventure, la vivre en famille, et filmer, documenter. Et ça n'est qu'au bout de quelques mois qu'on s'est dit, mais ça ne suffit pas. Par empathie, on aurait pu rester très froidement derrière notre objectif, mais notre aventure était tellement participante, on était tellement observateurs, forcément, on n'avait pas qu'observer. Ça aurait été indécent. Un journaliste pressé qui a 10 jours, il observe, il fait son boulot, il rentre chez lui, et puis il témoigne. Mais quand vous restez des mois et des années, et que Et que vous êtes avec des enfants aussi. Donc il y avait un côté pédagogique, et on se disait, il faut que nos enfants voient la réalité du monde, avec ses beautés, avec ses faiblesses, avec ses difficultés. Et on avait envie de vivre ça avec eux. Donc c'est vrai qu'il y avait un côté, dans ce voyage, il y avait ce côté de journaliste, où on rapporte, on essaye de comprendre, et il y avait aussi la volonté de vivre. Alors on a aidé, mais des gens qui font des choses. Parce qu'on ne pouvait pas non plus s'arrêter à aller construire des choses à la place des gens. C'est pas du tout ce qu'on voulait faire. On a apporté des espèces sonnantes et trébuchantes via du financement participatif.
que l'on faisait depuis notre charrette, grâce aux panneaux solaires qu'il y avait sur le toit, la batterie, la lumière à bord. On était autonome et une clé 3G, on pouvait faire du financement participatif et lever des fonds. Et c'est là qu'on a vu, et ça répond aussi à la question un peu du début, à quel point les Français étaient généreux et à quel point les Français aimaient Madagascar. On a réussi en 4 ans à lever 330 000 euros depuis notre charrette avec plein de petits projets, des projets parfois modestes, à 2 000 euros, et on réunissait cette somme rapidement. Elle venait pas de la poche des grandes ONG, elle venait de la générosité des gens qui nous suivaient sur Internet et qui nous faisaient confiance, que cet argent n'allait pas être détourné, qu'il allait surtout être utilisé à bon escient. Et donc c'était des projets utiles qui montaient du terrain et des demandes précises de malgaches, de bonnes sœurs malgaches, d'ONG malgaches, et de gens qui allaient tout de suite, en 1 mois, réaliser ce pourquoi l'argent avait été récolté. Donc ça, il y avait un côté magique qui nous a galvanisés. On s'est dit, mais c'est extraordinaire, si en plus de notre travail, en plus d'être heureux de faire ce que l'on fait, on peut se rendre utile. C'était notre part du colibri, on ne se fait aucune illusion sur ce qu'on a pu faire. C'était une goutte d'eau, une goutte d'amour dans un océan de demande et de misère, mais ça nous rendait heureux. Et ça rendait les gens heureux. C'était très gratifiant parce que surtout, tout était possible. Alors qu'ici, on a les rouages, tout est compliqué, il faut déposer des permis, des autorisations, des bidules, enfin tout le monde, tout est freiné. Peut-être vous pensez que c'est plus simple pour un Français d'aider à l'étranger que d'aider la France, en fait? Oui. Ah oui, incontestablement. Oui. Poum. Vous avez besoin d'un lavoir, le lavoir s'écroule. Ok, pas de problème. On fait appel à nos on réunit 2600 euros amis et on reconstruit le lavoir. Voilà. Et 2 semaines plus tard, il est reconstruit. Et 50 lavandières sont dessous, à nouveau, peuvent continuer à vivre. Ça, c'est fou. Et des lavandières qui sont auto-entrepreneuses. Sans lavoir, elles meurent. Elles meurent de faim. Elles ne mangent pas demain. Elles nourrissent pas leurs enfants après-demain. Donc, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a personne pour les aider. Elles sont obligées d'aller faire la queue aux soupes populaires locales, si elles ne peuvent plus travailler. Elles n'ont pas de compte en banque, elles n'ont pas d'épargne. Bien évidemment, et justement, c'est là qu'est le dilemme, c'est que l'État est peu présent, donc sont aussi, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils sont plus pauvres, mais du coup, en France, là où il est très, voire trop présent, justement, s'il y a un problème, c'est ce marasme administratif. Trop d'État tue l'État, trop de générosité tue la générosité. Évidemment, on est arrivé à l'extrême inverse. Est-ce que vous êtes arrivé en France en vous disant en fait, que finalement on avait un pays d'assistés quelque part? Alors, les gens veulent travailler, mais ils n'y parviennent pas, c'est compliqué. Et puis ça, j'exagère bien évidemment, volontairement. Mais... En effet, trop d'assistanat, tu le travailles. Puis le travail est trop ponctionné, donc il est dissuasif. Et puis si on gagne autant d'argent à ne rien faire qu'à travailler, moi c'est ce qu'on voit autour de nous. Hein, des menuisiers, des artisans, etc. sont dissuadés de travailler, dissuadés d'embaucher en fait. Dissuadés d'embaucher. Ils aimeraient le coût social du travail qui fait que notre société est très généreuse. Il a atteint une limite. Mais est-ce que ça ne permet pas justement quand même ce système français qu'on a construit évidemment d'élever quand même, heureusement, cette mais jusqu'à part de la population? Jusqu'à quand la part de prélèvement? Évidemment, de l'équilibre. Jusqu'à quand la part de prélèvement? Là, je vous dis, ça étouffe. À Madagascar, il y a tout à faire. Mais les gens ne paient pas d'impôts, mais ils n'ont rien en retour. Alors, ils payent quand même de la TVA, parce qu'elle est sur tous les produits qu'ils achètent, les produits de première nécessité. C'est de la TVA française, hein, c'est 20%. Donc là aussi, ils sont mis à contribution. Mais l'État n'est pas assez riche, il n'y a pas assez de recettes fiscales, il n'y a pas assez d'entreprises. Il n'y a que 2 grandes entreprises à Madagascar. Il y a Ambatouvi qui exploite une mine de nickel et de cobalt. Heureusement, le nickel est remonté, parce que si le cours du nickel est bas, l'État est ruiné. Parce que la part d'impôt que l'État va prendre sur cette entreprise sera moindre, puisqu'il y aura moins de recettes. Et la deuxième entreprise, c'est QMM, c'est une entreprise dans le sud du pays qui exploite du sable dans lequel il y a de l'oxyde de titane. Donc là aussi, on en a besoin pour le verre, le plastique, la peinture, des choses comme ça. Le monde entier en a besoin. Mais il en faudrait beaucoup plus des entreprises comme ça. Et ce sont des entreprises étrangères. Ce ne sont pas des entreprises malgaches. Oui. C'est ça qui est... Le premier partenaire de Madagascar, c'est la Chine. Pas ouf, oui.
Oui, mais là, c'est un partenaire de prédation. Il ne crée pas beaucoup de richesses. Ils viennent prendre du crabe, du poisson, une telle ressource dans une mine. Ils ne créent pas beaucoup de richesses. Ils ne refont pas les routes, ils ne font pas les écoles, ils ne font pas les hôpitaux. Ils refont les routes, mais... mais mal. Mais mal, et en fait, ils réussissent à obtenir les marchés. C'est pas eux qui les financent. C'est pas eux qui les financent. Ce sont des entreprises qui ne créent pas, qui ne permettent pas la souveraineté de Madagascar, en fait, tout simplement. Alors, en ce qui concerne Ambatouvi, oui, je crois que c'est 15% du PIB en Ambatouvi. Le tourisme, c'est 30%, mais avec le Covid, il n'y a plus de tourisme, enfin beaucoup moins. Et donc, le pays s'est paupérisé, quand ça s'est refermé. Non, l'équation générale du pays est compliquée, hein, évidemment. Ce que les gens nous disaient, pour revenir à des choses plus terre-à-terre, ils ont besoin de routes. Que voudriez-vous que le monde entier ou votre gouvernement fasse pour vous? On leur tendait le micro. Faites-nous des routes. Nous, on s'occupe de l'économie après. On est capable de travailler, on est capable de produire, mais on ne peut pas vendre nos productions parce qu'il n'y a pas de route. Il y a des colporteurs qui viennent acheter nos produits moins cher que ce que ça nous a coûté à produire, donc on est dissuadé de produire, donc ça pourrit devant chez nous, et donc l'année d'après, on ne produit plus. On ne va pas se fatiguer non plus pour rien. Donc on est en autarcie. Là, ce serait une aide efficace pour tout le monde, quelque part, pour les pays qui investissent. Et pour, les routes, c'est l'économie, les routes, c'est l'échange, les routes, c'est l'économie. Sans route, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'économie. Mais les routes, de toute manière, les routes, elles sont tout le temps reconstruites par la communauté européenne, par plein de pays qui viennent les aider, mais l'argent est versé et les routes ne sont pas construites. C'est-à-dire que l'argent pour les routes part directement mal, en fait, dans les poches des gouvernants. Voilà. Qui utilisent l'argent à autre chose. À leur propre... Alors quoi? À leur propre bénéfice, en tout cas. Pas au bénéfice... Donc faire des routes, ça c'est sûr, et puis sans doute s'attaquer au problème de la démographie. C'est une bombe démographique. Les milliards et les millions d'investissements n'arrivent pas à éponger ça. Cette déferlante d'adorables petits bambins qui sont partout en brousse. On est tout le temps inquiet, en fait. Quand on voyage, on traverse dans ce pays, mais qui va les élever, les éduquer, les nourrir, les vêtir, qui va leur offrir un avenir? Alors, les ONG font ce qu'elles peuvent, mais c'est toujours de l'urgence, c'est toujours le SAMU. Dans certaines zones, comme dans le sud, par exemple, quand on demandait aux femmes combien avez-vous d'enfants, à chaque fois, elles nous disaient 14, 15... Ouais, c'est parmi 17. Les grands foyers vraiment de... Quand on arrive à Madagascar en 1895-1900, il y a 3 millions de Malgaches. Quand on quitte Madagascar, il y en a 6, dans les années 60. Aujourd'hui, il y a 30 millions de Malgaches. Ce qui n'est pas... Dans l'absolu, il pourrait y en avoir plus. Le pays est avec gigantesque. Un autre niveau de vie. Mais en comparaison. Et un autre mode de vie, mais en mode de vie, prédation, survie sur le milieu. C'est-à-dire, je coupe les arbres, je mange des poissons, et il y a très peu de création de richesse. La nature est exsangue, elle ne peut pas donner plus, elle ne peut pas nourrir cette population. Quelque part, le pays s'autodétruit. Exactement. En fait. Et ce ne sont pas les multinationales, je ne les citerai pas, vous les connaissez, qui font du mal en Amazonie, la jungle d'Indonésie, au profit soit du soja, soit de l'huile de palme, enfin toutes ces choses-là. Il n'y a pas ça à Madagascar. Non, il n'y a pas ça à Il Madagascar. n'y a pas de destruction du fait de multinationales. Alors, évidemment, la mine de nickel d'Ambatouvi, il y a un trou dans la jungle qui fait 4 km. Sur 4 km, là, c'est détruit, oui. Mais ça apporte, comme je vous le disais, 15% de la recette nationale. Alors, oui, rien n'est gratuit. Tant que le monde a besoin de nickel, c'est-à-dire d'inox, d'acier inoxydable, il y aura des mines de nickel. On ne peut pas non plus être anti-développement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un équilibre qui est très compliqué à garder, bien évidemment. Il y a aussi, toujours à la fin de votre livre, petite anecdote rapide, mais qui en fait n'a rien d'anecdotique. Vous recevez ce SMS en forme de SES, c'est ce que vous dites, où vous apprenez que vous êtes à la fin de votre voyage, le père Hamel vient d'être assassiné. Vous dites, mais qu'arrive-t-il à la France? Ah oui, c'est des échos navrants. Évidemment, il n'y a pas d'islamisme à Madagascar, il n'y a pas d'attentat. Évidemment, c'est une blessure pour la France que nous aimons. Comme je vous l'ai dit, le fait d'être à Madagascar, ça nous fait aimer la France, parce qu'on a vu à quel point les Français étaient merveilleux, généreux. On sait le niveau de prélèvement, on sait la difficulté de la vie en France, on connaît la crise des Gilets jaunes, enfin, c'était depuis ça, on n'y était pas encore. Quand on était à Madagascar, il n'y avait pas encore ça. Il y avait, et puis là, le Covid, enfin, la France souffre beaucoup. Les Français souffrent énormément. Là. Et donc, on est triste à distance.
ça bien sûr. Et puis il y a eu Charlie Hebdo, il y a pas eu que le Père Hamel, il y a eu toute cette série d'attentats pendant qu'on voyageait. Et les Malgaches étaient très tristes. Nice. Ils avaient une immense empathie parce qu'ils savaient que une empathie pour la France. Ah bah oui. Ils venaient s'excuser, ils venaient pleurer avec nous, c'était poignant. Ouais. Ça irait quelque part à l'inverse de dire qu'il y aurait une sorte de piège de la générosité à se faire prendre quelque chose. Là, en tout cas, les Malgaches sentent quand même une certaine influence bienveillante de la France chez eux. Ils la sentent. Ils voient bien que la majorité des ONG sont françaises. Et puis la jeunesse malgache, celle qui a la chance de pouvoir faire des études, qui essentiellement dans les grandes villes et notamment à Tana, leur rêve, c'est de pouvoir émigrer, venir travailler en France, étudier en France. Donc c'est un peu l'Eldorado quand même pour eux. Ils ne rêvent pas d'aller aux États-Unis. Ils rêvent d'aller en France. Les 5% de Malgaches qui ont ce niveau d'études, comme vous et moi, ils ont la télévision, ils ont CanalSat et ils regardent les chaînes françaises en boucle. Et donc, évidemment, ils sont tournés complètement vers la France. Vers nous. Ah oui. Mais pas pour devenir ouvrier de chantier. ONG. Pas pour devenir ouvrier de chantier en apprenant le métier en France. Rien à voir avec un migrant malien, vous voyez ce que je veux dire. Quand ils sont des Maliens très d'ailleurs. éduqués, c'est pas ce que je veux dire non plus. Mais le fait est que... Vous sentez vraiment la différence quand même entre justement ces Malgaches éduqués, évidemment. Eux seraient une réelle chance pour la France, évidemment, s'ils avaient la possibilité de venir en France. Et d'ailleurs, il y a 300 000 Malgaches en France dont on n'entend pas parler. Enfin, pas en mal, en tout cas. Et qui ont tous des positions... Et qui s'intègrent très rapidement. Ils travaillent dans des CSP+. Bon, il y a un peu de tout, mais... C'est une communauté extraordinaire, très française, en fait. Mais est-ce que comparé à celle de nos dom-toms. Mais est-ce que justement ces Malgaches qui sont en France, c'est une tautologie, mais ils ne sont pas à Madagascar? Ils sont discrets, ils alimentent, ils aident Madagascar, ils aident leur famille. Oui, voilà. Est-ce que justement, il n'y a pas là-dedans, quelque part, alors on pourrait dire une fuite, mais pour être un peu cru, mais est-ce que ces Malgaches qui sont en France ne devraient pas, quelque part, on pourrait se dire, au moins plus aider leur pays que simplement venir en France? Alors on est en rapport avec eux. Revenir, etc. On est en rapport avec plusieurs groupes de jeunes diplômés malgaches en France qui sont actifs sur les réseaux. Et il y a un mouvement, il y a une volonté d'aller créer des entreprises. C'est des jeunes qui ont fait HEC, qui ont fait le SCP, qui ont fait l'ESSEC, qui sont français, d'origine malgache, et qui ont envie d'aller retourner à Madagascar. On les appelle les retournants. Vous êtes en contact avec pas les revenants, les retournants, qui ont envie justement de créer des entreprises, des PME, parce qu'il y a tout à faire à Madagascar. Et ça, évidemment, c'est très courageux de leur part. Ils ne seront pas forcément bien reçus. Ça ne se passera pas forcément bien, parce que c'est une société très compliquée. Et peut-être qu'eux n'ont pas, comme ils sont presque français, puisqu'ils ont fait leurs études en France, ils sont nés en France, il y aura un petit ressentiment de la part de la population locale, et ils n'auront peut-être pas toutes les clés. Il y a beaucoup, c'est très fin. Et ces gens-là aiment beaucoup nos livres, parce qu'on dit plein de choses qui leur sont très utiles. Ils redécouvrent leur culture avec nous, parce que leur culture, elle est plurielle. Et chacun d'entre eux fait partie d'une de ces ethnies dont on vous a parlé. Et ils ne connaissent pas, ils ont une méconnaissance de leur pays parce qu'ils n'ont pas pu voyager. Ils n'ont pas eu le loisir de voyager comme on l'a fait. Et ils en ont peur d'ailleurs. Il y a plein de préventions. Ils ont peur d'aller dans les régions des autres ethnies parce qu'il y a plein d'histoires aussi. Il y a des endroits où il y a eu de tels conflits et qu'il y a des endroits qui sont très blessés. Et par exemple, les Mernes, qui est cette ethnie majoritaire, dominante, quand elle n'a pas le droit d'aller, par exemple, dans le sud du pays ou dans le nord du pays, il y a des endroits où il y a des tombeaux royaux avec marqué « interdit aux Mernes et aux chiens ». Vous voyez, c'est quand même... C'est délirant. Dur. Et ça fait même penser à l'apartheid. Ben oui, évidemment. Oui, c'est pas vrai. C'est pas un apartheid de fait. C'est pas un apartheid. C'est juste, dans cet endroit-là, vous avez laissé de mauvais souvenirs. Un très mauvais souvenir. C'est comme si, je sais pas... C'est à l'inverse, puisqu'ils n'auraient pas évidemment la puissance de... C'est comme si, à Oradour-sur-Glane, il y avait un marqué interdit aux Allemands. C'est la même symbolique. Ce sont des vieilles histoires précoloniales. Très anciennes. Donc ça remonte à loin. Mais ils s'en souviennent. Hein. Ouais. Oui, ils s'en souviennent bien. Et du coup, justement, cette empreinte coloniale, elle a été, certes, de déstabiliser, ce que vous me disiez tout à l'heure, quand même, les institutions en place. L'ethnie dominante. Mais était bien vue par les autres. Mais bienvenue par les autres. La France est venue à l'appel des rois Sakalaves. Ce sont les côtiers qui ont appelé la France. Justement pour... Justement pour... On ne voulait pas y aller à Madagascar, en fait.
Ça a d'abord été un protectorat qui est quand même plus proche d'une certaine autonomie du pays, puis une colonie à la fin du 19e. Oui. Mais on a mis beaucoup de temps à y aller. On y est allé avec un tout petit contingent colonial, dont la moitié est mort en chemin. Et en un coup de canon, la ville, Tana s'est couchée. Il y a eu 300 morts, je crois, dans cette bataille. Je ne dis pas que c'est bien, mais je veux dire, par rapport à la conquête de l'Afrique du Nord, qui a duré des années avec énormément de batailles et beaucoup de souffrances, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout parallèle. Oui, mais donc on était venu, effectivement, ce que vous me dites, par rapport pour ces ethnies dominées à ce moment-là. Oui. En l'occurrence, une fois que la France est partie, les choses se sont un petit peu remis en place comme elles étaient avant, donc avec cette ethnie dominante. Ça a été un très long processus. Il y a eu 12 ans sous la présidence du président Philibert Tsiranane qui se sont bien passés. Là, il y avait une sorte de protectorat. Le Madagascar était indépendant, libre. Mais avec toujours une influence française. Mais la coopération, beaucoup de coopération et de commerce, de liens qui avaient été établis pendant l'époque coloniale, étaient maintenus. Parmi les baby-boomers, tous les ingénieurs sont allés faire des ponts, et les commerciaux et les diplômés sont allés travailler à Madagascar 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ils en parlent d'ailleurs, c'est amusant ce témoignage, avec des trémolos dans la voix. Et c'était le paradis pendant 10 ans, jusqu'aux années 70, 72. Et puis là est arrivé un drame, l'arrivée de Didier Ratsirach au pouvoir, l'amiral rouge, qui a fait venir les soviets sous les tropiques et qui en 4 ans ont ruiné le pays. Ça a vraiment été ça. Et Didier Ratsirach était ce que la France coloniale avait fait de mieux. C'était un officier de naval qui était numéro 1 ou 2 du concours à naval. Et donc c'était le parangon de l'éducation française, quelqu'un de très raffiné, très éduqué, pas particulièrement corrompu. C'était pas vraiment ses caractéristiques, mais très idéologisé. Et il a détruit, ruiné son pays, qui n'arrive pas à s'en remettre depuis, en fait. Après, ce sont des affairistes qui se sont succédés, avec beaucoup de coups d'État, et à chaque fois, l'outil de production est détruit. Et c'est très compliqué de refaire venir les investisseurs pour reconstruire les outils de production, parce que l'argent, c'est quelque chose de relativement timide. Et si on ne garantit pas la sécurité des investissements, les investisseurs ne viennent pas. Bien sûr. Il n'y en a pas assez qui viennent. Je vous dis, il n'y en a que 2, pour l'instant. Non, il y en a plus, mais plus petits. Quand je parle en milliards, il y en a beaucoup, des gros investisseurs, oui. Tout ce qui est couture est pas mal développé là-bas. Tellement de choses sont faites, l'artisanat, il y a tellement de talents, tellement de trésors, tellement de potentiel à Madagascar, c'est phénoménal. Aujourd'hui, c'est le secteur qui progresse le plus, c'est le secteur tertiaire, même quaternaire, de la gestion des données, des data, des informaticiens, des call centers. Énormément de call centers. Il y a quand même des choses qui marchent. Ah, très très bien. Et tout à Madagascar, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Les litchis, c'est les meilleurs du monde. La vanille, c'est la meilleure du monde. Le poivre, c'est le meilleur du monde. Le café, c'est le meilleur du monde. Le cacao, c'est le meilleur du monde. Le vétiver. Mais c'est des petits marchés marginaux qui n'arrivent pas à percer à l'international. Pas assez. Donc nous, on se sent surtout ambassadeur de Madagascar. On disait tout à l'heure qu'on est un peu ambassadeur de France, parce que quand on est à Madagascar, on est ambassadeur de France. Les Français n'ont pas forcément très bonne presse à Madagascar, parce que ce que les Malgaches voient, c'est souvent des Français un peu recyclés, après des épreuves de vie épouvantables, 3 divorces, j'ai tout perdu, et je vais finir ma vie à boire des bières pas chères et avoir des filles sur les genoux, des jeunes filles sur les genoux. Donc ça, évidemment, les Malgaches ne voient pas ces Français-là d'un très bon œil. Ce qu'on appelle les vasas gaspillés. On en a vu, c'était plutôt des braves types, pas vraiment des mauvais bougres. Mais ça ne donne pas une image très flamboyante des Français, évidemment. Alors nous incarnions des Français un peu plus normaux, pas en rupture de banc, déjà plus jeunes, avec des enfants. Ils voient très peu de Français avec des enfants. Les coopérants sont jeunes, n'ont pas d'enfants, en majorité à Madagascar. Les retraités qui viennent là-bas couler des jours heureux n'ont pas d'enfants. Donc avoir une famille, c'est pour ça que Sonia vous a dit tout à l'heure, ils nous connaissaient sous le terme de famille Poussin. Et en plus, Poussin, c'est mignon en français et c'est mignon en malgache. Ça se dit Zanakaku, ça les faisait rire, évidemment. Donc voilà, avec un SMIC, on vivait bien toute cette semaine-là. Et donc non, on n'a jamais manqué de rien, nous, même si on vivait très pauvrement. On a mangé du riz pendant 4 ans. On a vécu à 4, dans 4 mètres carrés pendant 4 ans, par terre. On a surtout dormi par terre. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez aux familles françaises ? D'aller vivre 1 an d'année sabbatique. Est-ce que c'est un sacerdoce qui vous est propre ou est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez vraiment aux gens ? Alors, on dirait, en tout cas,
pour les couples, je trouve que c'est une très très bonne idée pour les couples qui commencent leur vie, d'expérimenter la ténacité, l'aventure, le courage, l'abnégation. La privation. C'est pas mal hein, comme exercice. Ça c'est vrai. Ça casse. Hein. Oui. Oh, mais je pense que ça passe plus que ça casse. Mais ça, en tout cas, on fait un crash course en adaptabilité. On voit si on est capable de s'aimer pendant longtemps. Ça, c'est sûr. Oui, ça c'est un super exercice. Et au niveau du style de vie, est-ce que c'est quelque chose, étant en France, que vous pourriez souhaiter de dire, bon, finalement, en fait, on a trop de choses, tout simplement. Ça, c'est incontestable. On a trop de choses et il faudrait, en fait, quelque part, non seulement se priver, mais revenir aux choses simples, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez? Nous, c'est un manifeste, notre histoire. Oui. Vivre 4 ans en famille, c'est un manifeste de la sobriété heureuse. Avec des ébus, une poignée de riz, le soleil et l'air du temps, c'est exactement ça. Alors, on n'est pas obligé de consacrer 4 ans. Nous, c'est aussi notre métier. Mais s'il y a des gens qui ont pu mettre un peu d'argent de côté, aller vivre une aventure et participer à l'éducation de ses enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des enfants, on n'en a qu'une fois dans la vie. Enfin, c'est une phase dans la vie. C'est pas éternel. Nous, c'était 4 ans pendant lesquels on voulait participer à l'éducation de nos enfants. Mais est-ce qu'en étant revenu, c'est quelque chose que vous avez continué à appliquer ou simplement on revient en tant que Français, comme Français, en vivant comme les Français? Ah non, on a des traces, il y a des traces. Il y a quand même des traces, mais c'est vrai qu'on revient on a repris notre place dans le trafic. Hein, oui, on est redevenu... les mauvais défauts, enfin on les a quand même en revenant, mais pas tant que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué? Est-ce que ça vous a quand même manqué quelque part? Vous vous dites, bon, finalement, c'est quand même aussi très bien. Ou alors, vraiment, vous êtes très critique de cette vie? On vit à la campagne, on a des poules. On peut plus se passer de feu, par exemple, tous les soirs. On est obligé, parce que pendant ces 4 ans, on a été toujours au coin du feu avec les enfants. On chauffe avec un insert. On est tous les 4 autour. On n'est pas dans la course, et dans le toujours plus, et dans l'avoir. On déteste faire les courses. On n'achète rien. On vit pas à crédit. On n'a pas beaucoup d'électronique. Il n'y a rien de moderne dans notre maison. On vit un peu au 19e siècle. Tout est ancien chez nous. Il n'y a pas de plastique. Voilà, on a conservé... il y a une logique, en fait. Si on fait ces choses-là comme on les fait, c'est parce que l'on est comme on est. Et donc, on ne revient pas ni transfiguré, et on ne reprend pas nos habits d'occidentaux dans la mode consumériste qu'on pourrait avoir. Donc, il y a une sorte d'harmonie, de logique et de cohérence dans notre vie. Ça tient à notre métier. Évidemment que si on était chef d'entreprise ou si on était, c'est là, justement, est-ce que c'est quelque chose chef du marketing ou je sais pas quoi, on serait peut-être... Est-ce que c'est quelque chose qui vous est propre ou vous voudriez, pour les autres, même pour eux, que ce soit vraiment différent? On donne comment dire, j'en ai ni des exemples et on donne de modèles à personne, chacun sa vie. Nous, c'est notre vie, c'est tout. Voilà, mais si on devait avoir une vie un peu plus normale en France, on serait artisan, on serait paysan, on serait provinciaux, on serait toujours dans le slow motion, le slow food, et on n'est pas dans la vitesse, quoi, voilà. D'accord. Et dans le matérialisme, j'espère. Mais bon, on a une voiture comme tout le monde, enfin pas comme tout le monde, mais on a une voiture et des contraintes, et on va trop vite, on perd des points aussi, on se fait flasher, enfin voilà, on prend des prunes quand on se gare mal à Paris, c'est-à-dire tout le temps. On retrouve les mêmes contraintes de notre société, de la complexité. Nous, on a vécu dans une forme de simplicité. La seule complexité qu'on avait, c'était de traverser des fleuves où il n'y avait pas de pont, faire flotter la charrette, trouver des moyens, des astuces pour reconstruire des ponts, pour... Le côté boy scout, quoi, le côté... Ça, c'était ça, notre complexité tous les jours. C'est vrai que le Français aujourd'hui, c'est pas ce à quoi il est... Bah non. Oui. L'aventure pour nous, c'était ça. Alors nous, par exemple, réparer notre matériel. Donc ne pas aller... D'abord, on n'aurait jamais pu racheter quelque chose qui ne marchait pas. Donc ça veut dire qu'il fallait toujours tout réparer, recoudre. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous souhaiteriez quand même malgré tout promouvoir en France, de dire bon finalement on achète énormément, ça profite même pas aux autres pays chez qui on va les faire produire, ça profite à personne. Est-ce que on est locavore. Est-ce que c'est un projet éventuel en France Ah oui, on aimerait beaucoup en parler. C'est une vraie mouvance que l'on voit chez les jeunes et on l'accompagne puisqu'on fait beaucoup d'interventions dans des établissements scolaires ou auprès d'associations qui sont porteuses de ces valeurs, et donc nous on se sent en phase avec tout ça évidemment. Là par exemple tout à l'heure juste avant de venir on a un Karcher qui marche plus. Ça vaut à peu près 300 €. Et hors de question d'en racheter un neuf. Oh non, alors il a entièrement démonté et il va le faire marcher.
Et Je vais c'est le sûr, réparer. on va le réparer. On va Depuis pas qu'on est rentré, aller- je crois qu'on a réparé 3 fois notre machine à laver. La qui avait de vaisselle. l'obsolescence programmée à l'intérieur. J'ai remplacé les pièces. Il C'était fabrique des compliqué. pièces. Quand J'ai il y en fabriqué a des plus. pièces et la machine, elle marche toujours. Donc, bon, je n'irai pas jusque dans le moteur de ma voiture, mais il y a des gens qui font ça. Donc, Mais il faut non. le temps aussi, il faut du temps. Et c'est le choix de notre vie. Nous, Reuse, dans notre métier, recycle, réutiliser et surtout renoncer. Savoir dire non. C'est la règle des 4 R, quoi. D'abord dire non. J'en veux pas de votre truc. J'en veux Vous pas n'allez de pas ta réussir à Kaamelott. me fourguer votre camelote. J'ai besoin de rien. Je suis heureux. en fait, on a tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Donc, Réparer. voilà, Alimentaire, etc. dans un village de Schtroumpf, il y a le Schtroumpf écrivain, mais il y a le Schtroumpf cordonnier. Il y a tous les métiers à réinventer en local. Il y a une pénurie de tout. Rien que dans notre village, il y a une pénurie de tout. En vallée de Chevreuse. Et ils sont débordés de travail, ceux qui travaillent en local. Les artisans, tu veux Les dire. artisans, oui. Ouais. Mais par Il faut exemple, réinventer la France d'avant, en fait. Réinventer le fil à couper le beurre. On a un ami, un de nos meilleurs amis, qui s'appelle Charles-Hervé Gruyé, qui est inventeur de la permaculture en France, qui a écrit une magnifique somme qui s'appelle « Vivre avec la terre ». Lui, il dit, pour qu'on ait l'autonomie alimentaire en France, il va falloir réinventer 800 000 exploitations agricoles. mais Puisque le modèle promu par nos autorités arrive à bout de souffle, en termes d'épuisement des sols, des semences, de l'eau, etc. On le voit que le milieu agricole souffre, que ça ne marche pas, qu'ils n'arrivent même pas à en tirer de quoi vivre, les paysans en France, sauf peut-être les monocultures et les céréaliers. gigantesque. Mais donc, il y a en permaculture, en petite exploitation fermière, il y a une perspective extraordinaire d'avenir. Moi, à Sciences Po, j'avais fait un sujet de mémoire de maîtrise sur le sujet, d'ailleurs, sur l'agriculture des circuits courts, sur la vente directe, sur la valeur ajoutée. Est-ce que justement, ce sera ma dernière question, parce qu'on voit beaucoup justement de projets humanitaires, notamment en France, parce qu'il y a beaucoup d'ONG françaises à Madagascar, c'est le cas aussi dans d'autres pays qui ne sont pas nécessairement autant liés que Madagascar à la France, parce qu'il y a un certain esprit français justement qui est très généreux au niveau des associations, mais justement il y a beaucoup de jeunes qui partent 6 mois en associatif, et souvent on les voit partir, aller construire une maison, faire une photo avec les enfants, revenir, et finalement ne plus rien faire pour le pays ou tout court, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est mieux que de ne pas l'avoir fait? Est-ce que c'est moins bien que de ne pas l'avoir fait? Est-ce que, justement, il n'y aurait pas quelque chose à dire de plutôt tournez-vous vers ce que vous disiez juste là, ces circuits courts, ces enjeux locaux, plutôt que de nécessairement aller chercher la charité de toute manière, à 7000 kilomètres d'ici. c'est ce qui est en train de se profiler. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit, depuis la fin du Covid, on voit que maintenant, prendre un avion, c'est quand même beaucoup plus difficile, c'est de plus en plus cher, et on va aller vers ça. C'est-à-dire que l'avion ne sera plus réservé qu'aux riches dans très peu de temps. C'est-à-dire que matériellement, de toute façon, les choses vont changer. C'est fini l'avion, là. Enfin, je veux dire, je pense on redécouvre le voyage en France, voilà, c'est merveilleux. et on va voyager. On accompagne le marché des gens sur les chemins de Saint-Jacques. Ces cartons, les voyages sont pleins. Les gens veulent redécouvrir la France, voyager à bicyclette. Moi, j'ai commencé comme ça. Avant de faire le tour du monde à vélo, j'ai traversé la France à bicyclette dans tous les sens. Non, le local, c'est évident. Tout le monde n'est pas destiné à faire le tour du monde à bicyclette, quoi que ça. En termes d'impact carbone, il n'y a pas beaucoup de difficultés, on ne prend pas d'avion. Et c'est que $1000 en poche, apparemment. Oui, 10 000 francs à l'époque, c'est 1 500 €, quoi. C'est fou. Non, pour les jeunes, il y a toujours moyen de faire des choses à peu de frais et vivre l'aventure. C'est pas du tout incompatible. Écoutez, justement, on peut se quitter là-dessus. Si vous aviez un conseil aux gens, à titre personnel et pour leur pays, qu'est-ce que vous leur proposeriez? Déjà, sortez de chez vous. Et sortez de vos écrans. La vie est si belle, la nature est si belle, même en hiver. Et vos voisins sont si sympas. Il y a tellement de choses à faire en France. Moi, quand j'étais boy scout, nos camps scouts, on allait tout le temps frapper aux portes des paysans, des gens dans les villes. On recevait toujours un accueil incroyable. Ce que l'on vit à l'étranger, on le vit aussi en France. On peut le vivre en France aussi. L'aventure est au coin de la rue. C'est superbe. Merci beaucoup, Sonia et Alexandre Poussin. Je rappelle que vous avez sorti dernièrement ce deuxième tome de Madatrek. Donc voilà, à lire. Il y a de la joie en couverture. Il y a beaucoup de joie en couverture, exactement. Il y a des Malgaches et il y a votre famille. Et il y a beaucoup d'histoires, il y a des dialogues, il y a du beau et du moins beau par rapport à ce que vous voyez. Il y a du triste. Mais voilà. Donc, mais il y a de l'espoir quand même. Et de l'espérance. L'espérance. Je vous remercie encore.
Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.